Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Marie, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Comment tu vas? Eh bien, salut, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, merci. Je suis contente de te recevoir. Pour donner un peu de contexte, Marie et moi, on habitait dans le même village quand on était petites. Enfin, nos parents ils y habitent toujours. Et du Mm. coup, bah, on a été à l'école ensemble. Donc, on se connaît depuis longtemps. Et là, on se retrouve sur les bancs de l'entrepreneuriat. Et elle va nous partager son parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis freelance en communication et du coup, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la création de leur vitrine digitale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien un site internet vitrine. Ok, trop cool. Bah, tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus en détail dans la suite du podcast. Mais du coup, avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Alors avant, j'étais en entreprise, j'étais salariée, j'avais un CDI. Je travaillais pour une entreprise qui était primeur grossiste, donc dans l'agroalimentaire. Et j'étais chargée de communication. Voilà, Ok, sur le même métier du coup. exactement, exactement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir à la base ce métier-là? Alors ça remonte à très loin, puisqu'en fait, dès mon stage de troisième, je l'ai fait en communication. Donc Ok. vraiment, ça remonte à très loin. Et là, à ce moment-là, tu te souviens ce qui avait fait que tu avais voulu faire un stage en communication? Ou c'était un peu genre, t'as pris ce qu'il y avait? Non, non, franchement, c'est vraiment ce que je voulais faire. Ok. Et on a vraiment fait en sorte, à l'époque, on était aidés de nos parents pour trouver nos stages de troisième. Bah oui, On a troisième. vraiment fait en sorte de trouver quelque chose en communication. En fait, j'ai toujours eu un profil créatif, mais pas artiste. Ouais, J'écrivais, je dessinais. J'étais toujours celle qui faisait, tu sais, les PowerPoints ouais. quand il y avait des présentations à l'école. Donc en fait, rapidement, en échangeant avec mes parents, en se renseignant un peu sur ce qui existait, ça a été la communication au Ouais. sens global. C'est la voie un peu où on se dit, bah, quand on est un peu créa, Voilà, c'est un peu la voie où on peut expérimenter notre créativité, quoi. c'est ça, exactement. Et du coup, moi, j'ai été élevée dans l'idée que il faut faire des études, c'est bien de faire des études, euh, parce que ça te permet d'accéder à certains postes plus facilement Mhm. et d'avoir, si tu veux, une carrière, comment dire, un bon travail, c'est-à-dire bien rémunéré, voilà, bien ancré dans la société. Oui. Le côté conventionnel de la génération de nos parents, quoi. Voilà, exactement. Qui était tout à fait bienveillant dans Ouais, l'idée. ouais. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai construit moi, mon parcours. Donc j'ai fait un parcours hyper logique, on va dire, où donc j'ai fait mon premier stage en communication en troisième, ça m'a plu. Donc du coup, après mon bac ES, j'ai décidé d'aller en école de communication. Donc je suis partie sur Lyon et j'ai fait un bachelor communication. Ça m'a plu. J'avais les capacités, donc j'ai continué parce qu'aussi c'était bien d'avoir un master pour pouvoir accéder à certains postes et certaines rémunérations. Ouais. Donc je suis partie sur un master et je me suis spécialisée en stratégie de marque et en stratégie digitale parce que c'était les deux points qui me plaisaient le plus et dans lesquels j'étais le plus à l'aise. Et j'ai fait tout ce qu'il faut faire, j'ai coché toutes les cases, j'ai fait les stages, dès que j'ai pu j'ai fait de l'alternance. Et en fait je suis rentrée, ma dernière année en alternance, elle était dans l'entreprise qui m'a ensuite recrutée. Ouais. Vraiment j'ai tout coché et ensuite embauchée en CDI. Donc pour moi là j'étais Ouais, j'avais tout coché quoi. voilà, t'avais Voilà, atteint le Graal, quoi. Puis après, exactement, c'est 40 ans dans la même boîte, évolution interne. exactement, exactement, c'est ça. Et c'est ce qui s'est Ok. passé parce que je suis vraiment rentrée en tant qu'assistante Ouais. et à la fin, donc je suis restée 6 ans. À la Ah, quand fin, même. j'étais responsable de communication, mais il y a un petit truc qui a coincé et où je me suis pris une petite claque, Ouais. c'est le salaire. Parce Ouais, qu'on même en tant que responsable, tu voilà, pas trop augmenté? non, on m'avait vraiment promis autre chose et du coup, en fait, j'avais l'impression de cocher toutes les cases, mais que le Mmh. salaire, il stagnait.
et ça m'a un peu perturbée. Pas par rapport à l'argent en lui-même, mais parce que c'était vraiment le modèle que je m'étais construit Ouais. et la norme que j'avais en tête, quoi. Dans l'évolution, il y avait aussi l'évolution de salaire, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et ça, du coup, tu t'en rends compte parce que en passant d'assistante à responsable, il y a d'autres étapes par lesquelles tu passes à Non, l'intérieur de l'entreprise? pas vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis assistante et ma responsable quitte l'entreprise. Ok, Et du coup, vu que la direction était contente de mon travail, il décide de me proposer son poste. Donc ok. à recruter un senior, il me propose son poste. Donc c'est un peu comme ça que j'évolue, par la force des choses, mais en même temps aussi parce que je pense que voilà, je convenais. Mhm. Et c'est comme ça que j'arrive au poste de responsable. Mais là, je suis confrontée à la dure réalité de la négociation. Ouais. Et voilà, et bah, j'ai pas le choix, il faut travailler, quoi. Donc T'as voilà. pas réussi à avoir ce que tu voulais, t'as essayé, mais t'as pas réussi? J'ai eu un petit peu plus, mais c'était loin, si tu veux, de ce Hmm. qu'on nous vend quand on est sur le salon de l'étudiant. Voilà, Ah bah ça on le voit bien, les écoles. Et puis les écoles, elles font aussi elles attirent aussi comme ça, hein. Parce c'est ça. que t'as fait une école privée, j'imagine, du coup. J'ai fait une école privée, et là, t'as un peu le contre-coup à ce moment-là de ok, en fait, c'est une école privée, on était des clients, Bah oui. c'est un peu ce contre-coup. Donc il y a Ouais, une ouais. petite descente Ouais, tu d'organes à ce moment-là. réalises en fait que la ligne droite que tu avais tracée et à laquelle on t'avait aussi éduqué, finalement, il y a des petites embûches auxquelles tu n'étais peut-être pas préparé à ce moment-là. Exactement. Et c'est ça qui commence à faire germer une graine dans ta tête pour aller vers ce freelancing ou il y a d'autres étapes? Non, pas vraiment, parce que je suis quelqu'un à ce moment-là qui est assez dans un schéma de bon, c'est comme ça, c'est fait comme ça, on va pas Ouais, révolutionner le monde. Donc voilà, je me renseigne t'acceptes. ce qui peut être ailleurs dans d'autres entreprises, mais voilà, je reste quand même dans mon secteur et au final, je me rends compte que bon, l'herbe, elle est pas forcément plus verte ailleurs. J'ai d'autres avantages et en fait, j'essaye de me rattacher au fait que justement, il y a d'autres avantages Ouais, et de m'éloigner de voilà, de ce conditionnement de il faut absolument bien gagner sa vie ou gagner tant pour être validé ouais, aux yeux de la société en tant que femme qui a réussi, quoi, ou professionnelle ok. qui a réussi. Ouais, donc tu acceptes finalement la situation telle qu'elle est. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Après, je pense que j'ai toujours eu au coin de ma tête, dans un coin de ma tête, le truc de j'aimerais bien faire un truc pour moi. Mais voilà, c'était plus une envie comme ça. C'était pas, à ce moment-là, c'est pas vraiment une envie Un viscérale. besoin, ouais. Ouais, non. Et est-ce que tu te souviens la première fois que tu as eu cette envie-là d'être à ton compte? Quand est-ce que c'est arrivé dans ta tête? Oui, c'est arrivé en fait, à la naissance de mon deuxième enfant. La première fois? Bah, la première fois où je me dis là, il faut commencer à regarder si c'est possible. OK, mais moi je demandais plutôt, la première fois où ça t'a traversé l'esprit, Ah que tu non, il disais y que a ça très faisait longtemps. longtemps que tu avais, ça en tête. Est-ce que tu te souviens, genre, de la première fois où même parce que moi je sais que dans mon parcours, je m'étais dit, tu vois, quand j'étais en école de commerce, je m'étais dit: «Moi, un jour, je serai à mon compte», mais dans mon inconscient, dans ma tête, c'était: «J'aurai 15 ans de boîte derrière moi, j'aurai engrangé de l'expérience, et je ferai, telle et telle activité», qui sont pas du tout les activités que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Je voulais faire du conseil stratégique en entreprise, en RH, tu vois? Ok, Alors que pas du tout, en fait. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment pas du tout faire ça. Mais du coup, c'était arrivé ben, à un moment où je me projetais pas immédiatement, mais où je savais que ce serait une finalité. Et ok. est-ce que toi, du coup, tu te souviens de ce premier moment où ça t'a traversé l'esprit, même si tu t'es dit pas maintenant, mais ça me plairait? Ouais, je pense que c'était à cette période-là. À cette Ok, période où j'étais salariée, j'étais devenue responsable communication et où je sentais bien il y avait des limites. Et où hmm, je m'étais dit, en fait, le seul moyen de pas avoir de limites, c'est quand bah, tu t'occupes de toi-même, tu te gères ouais, toi-même. Et du coup, la solution, c'était être à son compte ou lancer son propre business. ouais. Donc c'était à ce moment-là, ouais, que ça a germé. Mm, dans ma Donc tête. là, ça commence, mais t'es pas encore prête Ouais, voilà, à y exactement. aller, quoi. T'es Mm. encore bien dans ta situation. Et donc, tu disais, ce qui a été le déclic, ça a été du coup ton deuxième enfant, c'est ça? Oui, en fait, bah déjà, à mon premier enfant, ma première grossesse, je sens que les relations se compliquent. Au Parce travail? ouais, au travail. Parce qu'en fait, dans ma tête,
Même quand t'attends un enfant, voilà, je devais recocher la case de OK, elle est allée jusqu'au bout au boulot, elle s'est pas arrêtée à la moindre contrariété, donc je force un peu, Mm. alors qu'en fait en parallèle je développe une maladie de grossesse qui est la prééclampsie et j'ai Ok. un peu des œillères, je mesure pas du tout les risques, ce qui peut se passer. Et en fait, c'est quand donc là j'ai déjà un peu des accrochages parce que bah, il y a des moments où c'est compliqué pour moi et où ma direction voilà reste dans la forme plutôt à l'écoute, mais dans le Mm. fond Pas même du tout. en congé mat et tout continue à m'envoyer des messages, à m'appeler, à essayer de me faire bosser sur deux trois trucs. Et là je sens que c'est un peu tendu pour moi. Ça Illégal, hein, ça, fait hein. anxiogène. Ouais, mais ça je En m'en rends plus. pas compte sur Ouais, le moment à quel point je suis légitime à dire stop. ouais. Là, pour moi, T'arrives c'est pas à fixer encore, les limites, quoi. non, ouais. Là, pour moi, c'est encore un bon salarié, il est dispo. Mm. Et si je veux faire mes preuves, il faut quand même que je reste dispo. Ouais, donc il y a Donc, vraiment cette relation hyper hiérarchique de je suis à la merci de mon patron, quoi. un petit peu, ouais, à ce moment-là. Ouais, Ouais. Puis ok. ouais, de vouloir conserver l'image Ouais, idéale, quoi, du salarié. ouais. Oui, puis en plus, il y a aussi un truc sociétal de la femme enceinte, c'est une charge pour l'entreprise. Ouais, Et du coup, peut-être que inconsciemment, ça a pu aussi influencer ce comportement-là de vouloir montrer que non, c'est pas parce que tu es enceinte que ça change quoi que ce soit. Alors oui, que fondamentalement, oui, ça change en fait. C'est pas une maladie, oui, d'accord, mais c'est quand même un énorme chamboulement. J'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont complètement changé de vision sur leur carrière parce que grossesse. Donc ça chamboule énormément de choses. ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui résume bien mon revirement de situation. C'est la Ouais. parentalité, en fait. Ça a changé beaucoup de choses. Alors, c'est Mm. peut-être cliché de dire ça, mais c'est le cas. C'est le cas, Non, vrai. mais c'est bien de le dire parce que justement, toi, où à ce moment-là, tu te sens pas légitime, tu veux être la bonne salariée, tu essaies de cocher les cases, mais du coup, bah, tu t'écoutes moins toi et tes besoins liés du coup à la grossesse et à la maladie que tu développes en plus, bah, ça peut permettre à des gens qui peut-être se reconnaîtront dans cette situation d'avoir un déclic plus tôt et Mm. du coup de s'écouter plus et de fixer peut-être des limites. Donc non, c'est pas cliché. C'est un fait. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne fais que témoigner de ce qu'on m'a témoigné. Mais c'est un fait que la grossesse, ça chamboule sur le plan perso, sur le plan pro, de manière hormonale aussi, sur les hormones. Donc c'est ta réalité, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront. Donc c'est bien de le dire. Ouais, ouais, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Et en fait, là, je me retrouve en congé maternité, puis parental, parce Ouais. que je décide de prendre quelques mois jusqu'à la rentrée à la crèche de ma fille. Et en fait, je me dis, bah, ça va me faire du bien. Ça va me faire une coupure, une pause, je vais pouvoir réfléchir. Pourquoi pas penser à une idée de business où, bah, du coup, je pourrais un peu m'échapper. Parce que là, je suis vraiment dans cette optique de m'échapper. Mmh. Ouais. Et en fait, très vite, je tourne en rond. Je me rends compte que c'est pas du tout pour moi d'être à la maison, il me manque cet aspect de Mmh. travail, vraiment, quand je suis en congé parental. Donc il faut que je retourne travailler. Donc je me mets à 80% parce que dans mon idée, il faut de nouveau que je coche toutes les cases. Mmh. Donc travailler, avoir un salaire fixe, rassurant, m'occuper de ma fille le mercredi et je me dis pourquoi pas, ça me dégage un peu de temps pour développer un projet. Ouais. Sauf qu'en fait, la réalité, elle te rattrape et quand t'es 80% et que t'as déjà un enfant et un taf, t'as déjà pas mal de choses à faire. Ouais. J'imagine. Mais du coup, c'est là où j'aime ma première idée et, euh, et je sais pas si tu avais suivi à l'époque, mais je lance une marque de planificateurs, Oui, tout à voilà, fait. que j'appelle les organisateurs familiaux. Et en fait, c'est de la papeterie réutilisable. Que je fais vraiment à l'artisanal, à la maison. Enfin, vraiment, c'est vraiment artisanal pour le coup. Mais j'aime bien, l'idée, elle plaît, ça fonctionne. Et tu Je vais fais en ça faire... du coup pendant que tu es à 80% Ouais, en salariat, plus tu gères ta fille le mercredi. ouais. Donc je fais ça les Ok. soirs, une fois qu'elle est Ok. couchée. Beaucoup de chance Waouh. parce que j'ai un bébé qui dort, Ok. donc je peux me le permettre, mais c'est quand même assez costaud. Bah C'est ouais, assez... déjà rien que le chamboulement d'être maman, je pense que déjà là, ça ramène pas mal de charges
autre que de te gérer toi-même. Mais en plus, tu reprends le travail salarié et en plus, tu crées un truc à toi sur Mm. le reste de ton temps libre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est costaud. C'est costaud, mais je sens qu'il y a un petit truc quand même qui me plaît. J'ai pas Ouais. l'impression de travailler comme je travaille la journée. Mmh. Voilà, il y a un petit truc en plus. Et un petit truc un peu gratifiant de me dire que bah, ça sort de ma tête, ça sort de mon chez-moi, quoi. Donc c'est chouette. Ouais. Donc ça me plaît, mais c'est très très lourd et j'essaie de m'accrocher, mais en fait je peux pas me concentrer pleinement, j'arrive pas à faire un truc assez pro. Je Mmh. reste trop dans je teste des trucs, je fais, on verra. Et du coup c'est un peu compliqué. Donc ça prend pas et à un moment, enfin ça prend pas. Il y a un moment où je coupe et je dis je peux pas tout faire. Donc tant pis. Ouais. Et Et surtout c'est je ça prends que tu arrêtes, du coup, à ce moment-là, alors que tu disais que ça marchait quand même. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu décides d'arrêter ça plutôt que d'arrêter peut-être le salariat et de te mettre à 100 sur cette idée-là, si ça marchait? C'est quoi dans ta tête le cheminement? Le cheminement il se fait pas dans ma tête, il se fait dans mon ventre parce qu'en fait je Ouais. tombe enceinte. Ah OK! Voilà. Et Ah, je pensais que tu allais parler, tu vois, de genre, anxiété, du coup, non, ça me stresse non, trop dans mon corps, machin. OK, non, donc non. c'est la deuxième grossesse qui fait que tu prends cette décision-là, d'arrêter ce projet, quoi. Ouais, deuxième OK, grossesse surprise. Et OK. ma fille, elle a 1 an. Et je me dis, je peux pas gérer un enfant d'1 an, un bébé d'1 an, une Mmh. grossesse avec du coup un bébé qui va arriver et Ouais, mon boulot et en plus un projet pro. Il y a un moment où faut faire, voilà, on peut pas tout faire en même temps. ouais, ça Donc peut je pas me être mets en partout. pause sur, bah, en priorité, ce petit projet parce que je sens que je peux pas me donner à fond, que j'arrive pas à construire quelque chose d'assez pro et assez cadré, donc c'est pas la peine. OK, Donc je retourne travailler, enfin je suis toujours à mon 80% et je continue comme ça jusqu'à être en congé parental. Voilà. OK. Et ce qui fait que ça change et qu'il y a un gros revirement de situation, c'est qu'en fait, on a une opportunité pour des raisons perso, d'achat et donc on décide de déménager et vu qu'à ce moment-là, nous, on est à Lyon, on décide de revenir dans notre région, donc aux alentours de Grenoble parce que, déjà pour des raisons, simplement de budget pour l'immobilier à Lyon, je Ouais. pense qu'on est tous un peu confrontés à ça. Et aussi parce que voilà, on a 2 enfants en bas âge, nos parents sont ici, on a besoin de se sentir, entourés, épaulés pour, cette, période de notre vie. Donc en fait, on déménage. Et à ce moment-là, quand on déménage, je suis obligée, de quitter mon travail. OK, donc finalement, c'est un peu la force des choses qui fait que, tu arrêtes, c'est pas une décision, qui vient que de toi de dire, «Bon, bah, là, il y en a marre, j'arrête tout». C'est un peu genre: «Ah, il y a un truc perso qui fait que je peux finalement, me libérer de ça» ou comment tu le vois toi? Heu, alors oui, c'est par la force des choses parce que ce projet-là, me le permet. Mais au fait, au début, dans ma tête, je me dis: «Bon, bah, on va retrouver du boulot», et c'est, mon mari qui me dit: «Mais en fait, c'est peut-être le moment. C'est Mmh. peut-être le moment là, d'essayer». Et je lui dis: «Oui, c'est vrai, pourquoi pas?» Donc je me lance un peu comme ça en me disant: «On verra». Mais heu, mais quand même, au fond de moi, je me dis que ce serait vraiment chouette. En fait, j'ai toujours eu ce truc de j'aimerais, mais j'ose pas. Mmh. Et là, c'est un peu comme si on me tendait la main, qu'on me disait: «Allez, Ouais. il y a un moment, ose un petit peu». Voilà. Et quand je me rends compte que je vais plus y retourner, alors même si j'adore mes collègues et que, le travail me plaisait et cetera, j'ai un petit soulagement au fond de moi et je me dis: «Tiens, c'est marrant ça». Parce que ça me donne Mmh. pas d'angoisse, ça me stresse pas trop. Évidemment que tu te poses des questions sur comment ça va se passer, mais quand même au fond de moi, je sens qu'il y a un soulagement. Ouais, donc finalement, tu te sens, à ta place quoi d'entamer cette transition-là. Exactement. Et du coup, comment, ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que c'est pas anodin de passer de salariat à entrepreneuriat. Bon, toi, tu avais déjà eu une première expérience comme tu disais. Qu'est-ce qui fait que là, tu repars pas sur cette première idée de projet? Comment tu choisis? Comment tu gères, cette transition? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, je décide quand même de rester, dans mon secteur pour avoir
quelque chose de rassurant quand même, de me dire que, ok, je connais le travail, j'ai les Mm. compétences, on va pas s'en rajouter, on va rester sur quelque chose que je connais. Donc ça me rassure. Et après, je commence à prospecter et je me rends compte que, par contre, la prospection, c'est pas facile, c'est un métier. Ouais. Et en fait, j'ai de la chance, c'est qu'en fait, c'est l'entourage. L'entourage a fait beaucoup. On va pas se mentir, on va pas se lancer que des fleurs à nous. L'entourage, il fait énormément. Et premièrement, j'ai mon mari. Mon mari où, dans l'organisation du quotidien, on est une équipe, mais pas finalement pas qu'au niveau perso, mais au niveau pro aussi. Parce Mm. qu'en fait, il n'y a pas le choix, c'est que du coup, il faut qu'on s'organise pour que ce soit ensemble. Donc, il y a plein de questions Ça me fout les sur, frissons. il y a plein de questions qui se soulèvent, quoi, et Ouais. qu'on doit traiter. Première chose. Deuxième chose, j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont freelance, qui sont à leur compte ou qui l'ont été, dans le même secteur ou pas. Et du coup, on échange énormément. Au Mm. quotidien, c'est des appels, c'est des vocaux, des partages d'astuces, d'erreurs, pour essayer de pas, voilà, de prévenir les autres, de pas faire les mêmes. On s'échange parfois des clients. Enfin, vraiment, il y a ce truc d'échange à échange Mm. avec deux, trois amis autour de moi, dont une ou deux qui vraiment la restent encore au quotidien. On se parle encore aujourd'hui alors que ça fait 2 ans. Mais pour moi, c'est essentiel. C'est comme si mes collègues étaient mes meilleurs amis, en fait. C'est super pratique. Ouais. Ça t'aide beaucoup. Et dernière chose, c'est quand même s'entourer de professionnels. Et là, je fais un peu le tri et je me dis, ok, bon, la communication, t'as les compétences. Donc ça, c'est ok. Pour l'administratif, tout ça, il faut quand même que t'aies un minimum de connaissances. Je m'aide beaucoup de la micro by Flow Ouais. à ce moment-là et encore aujourd'hui, qui est franchement une pépite, vraiment. Je Ouais, pense que c'est ça une va mine jamais d'or. assez de partage. Ouais, ouais, il y a plein d'infos gratuites déjà pour pouvoir commencer, être bien en conformité et tout. C'est Et une même bonne ressource. à chaque fois qu'il y a des petits rebondissements, etc., c'est quand même, il est quand même toujours à nous partager au Mm. niveau des actus, tout ce qu'il faut savoir et tout. Enfin, c'est très, 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 très chouette comme contenu. Donc, vraiment un contenu que je conseille, que je recommande. Ben, on n'en a jamais parlé sur le podcast, donc C'est vrai? c'est bien que t'en parles parce que moi je l'utilise vachement, notamment quand il y avait les histoires de TVA, où lui Ouais. avait les infos les plus précises et à toujours bah, en avant-première en fait, hein, parce qu'il suivait vraiment tous les contenus hyper officiels. Et du coup, moi je l'utilisais comme source sûre, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui circulaient sur le sujet. Et pour le coup, lui, c'est vraiment une source sûre. Donc Ouais. ouais, ça c'est vrai. Et puis il y a plein de contenus gratuits, quoi. Donc déjà, tu peux démarrer. Si tu as besoin de plus, tu peux derrière te faire accompagner, mais il a déjà pas mal de choses qui permettent de se lancer un peu sereinement en sachant qu'on sera en conformité si on suit ce qu'il dit, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Trop bien. Et du coup, je te disais, c'est la partie vraiment prospection où ça coince. Et du coup, Mm. bah, je me fais aider par un professionnel. Et là, bah, ça m'aide beaucoup, évidemment. C'est Parce quoi, que tu te fais former ou tu délègues la prospection? non, je me fais coacher. Ok. Je me fais coacher par quelqu'un qui, voilà, en fonction de mes problématiques, qui vient un peu m'aider. C'est quelqu'un de confiance en plus, donc voilà, c'est chouette. Et, euh, et ça m'aide énormément. Et dans mon entourage, euh, dans ma garde rapprochée, la dernière personne, et je pense que c'est important de le souligner, c'est ma psy. Parce que à cette époque de ma vie où je me lance à mon compte, je commence une thérapie. Ok. Et Mais je pense que ça, enfin, de toute façon, moi, je prône de se faire accompagner au niveau psycho tout le monde, peu importe oui. le niveau de nécessité. Mais je trouve que dans ce type de transition, qui est quand même un gros chamboulement entre déjà le fait d'être maman, même si c'était la deuxième fois, mais ça rajoute quand même, voilà, un nouveau, comme tu disais, une nouvelle organisation familiale aussi. Mais en plus de se mettre à son compte, enfin, c'est quand même pas du tout le même état d'esprit qu'un salarié, Mm, surtout quand on a été conditionné, comme tu l'expliquais très bien, à cocher ces fameuses cases conventionnelles. Là, c'est un tout autre positionnement d'être à son compte et d'aller à l'avant des clients et de proposer son expertise. Moi, je trouve que c'est nécessaire et de toute façon, tout le monde devrait aller chez le psy. Voilà, je le oui, oui. redis encore. Ah, franchement, c'est primordial sur plein de... Et comme tu dis, déjà quand tu deviens parent, t'as ce besoin quand même parce que t'es confronté
à certaines choses où tu as besoin d'être accompagné. Mais aussi, voilà, quand tu te lances à ton compte, tu dois gagner confiance en toi. T'as pas le choix parce qu'en fait, tu dois te vendre. Pour te vendre, il faut quand même croire en toi un minimum. Oui. Donc c'est important à ce moment-là. C'est important et elle joue un rôle quand même clé voilà, de confiance en moi. Elle joue vraiment le rôle de coach quand mentalement, c'est un peu dur. Ouais, trop Voilà. bien. Donc, tu vachement bien entourée, du coup. Ouais, c'est l'entourage vraiment. Mmh. Et voilà, dans le cadre de cette opportunité, l'entourage joue vraiment un rôle à ce moment-là et je leur en suis vraiment reconnaissante. Vraiment. Et ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est je trouve ce que tu as fait qui est hyper, cadré, c'est de dire: «Bah, je capitalise sur mes compétences, donc je fais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire», donc qui n'est pas attrait à ton métier, à ton domaine d'activité, mais au statut d'entrepreneuse, et ben je me forme. Donc en Mm. fait, de faire un peu l'état des lieux de: «OK, qu'est-ce que je sais faire? Sur quoi, je me sens capable de me positionner aujourd'hui?» donc là où j'ai suffisamment confiance en mes compétences, où je me sens suffisamment légitime. Comme tu Mm. dis, c'est important. De toute façon, c'est important bah, de savoir ce qu'on vend et de savoir en parler, de savoir argumenter autour. Mais par contre, je sais pas, vendre parce que, bah, j'ai jamais appris. Je suis pas commerciale, je suis, communicante, donc c'est Ouais, pas du tout le même métier. Et donc là, je sais que j'ai une lacune et que j'en ai besoin, donc je me forme. Donc tu ouais, as réussi à repérer ces éléments-là, et à maximiser du coup tes chances pour que ça marche et que ça réussisse et à t'entourer de bonnes personnes. C'est un parcours qui est super inspirant, je trouve, parce que vraiment, on sent que tu as préparé le truc. OK, l'idée, elle a germé depuis un petit temps, c'est un peu la force des choses qui a fait que tu t'es lancé maintenant à ce moment-là, mais tu t'es pas dit: «OK, bon, bah, je me lance, bon, bah, advienne que pourra». J'ai un peu l'impression que tu as préparé quand même le terrain et que tu t'es, posé des questions pour que ça soit fait au mieux pour ta vie de famille, pour, que ça fonctionne et pour que tu te sentes à l'aise dans ce que tu es en train de créer. Donc moi, je trouve que c'est un parcours qui est assez exemplaire, je dirais. c'est gentil, merci. Mais oui, ça fait partie de mon caractère en fait d'être très méthodologique et Mmh. très, enfin, ça me rassure. Ce côté organisation, je sais que tout est à sa place et que ça va aller. Mais, mais quand même, le fait de du coup me lancer à mon compte vient équilibrer un peu dans la balance aussi l'aspect, eh ben on teste, on fait des erreurs, on réajuste, etc. Donc finalement, j'y gagne là-dedans, ouais, ouais, dans Bah, mon c'est un côté. juste équilibre entre ce besoin de créer, dont tu nous as parlé, au début, et ce côté, organisationnel que tu as. Et ouais, comme tu disais, faire un test entre bon, bah, là, je mets, de la méthodologie, je mets de la structure, et là, je baisse un peu le niveau structure parce que je sens que j'ai besoin d'un peu plus de flexibilité et Mmh, puis j'avance comme ça à tâtons, pour trouver le bon équilibre, quoi, c'est entre ça. ces 2 éléments-là qui peuvent être un peu contradictoires, justement. Dans un des tests que je fais passer en bilan de compétences, on apprend justement à reconnaître ses motivateurs. Et il y a 2 motivateurs que je pense que tu as au vu de ce que tu nous dis, qui sont le côté conventionnel et le côté artistique. Donc le côté conventionnel, c'est le côté méthodique, structuré, organisationnel, et artistique qui est beaucoup plus créa. Pas que au sens artiste, mais au sens liberté de pouvoir créer des choses de toi-même. Exactement. Et en fait, ces 2 profils-là, sur le papier, dans la théorie, ils s'opposent. Ils sont en opposition parce que, bah, l'artistique, il va peut-être avoir tendance à un peu s'éparpiller, être libre de penser, libre d'esprit. Du coup, il va être, potentiellement avec plein d'idées à la minute. Il va pas avoir envie d'être bridé par le côté conventionnel. Et le côté conventionnel, si on s'éparpille trop, bah, il peut être perdu. Donc, dans la théorie, ça s'oppose. Moi, je trouve que c'est hyper complémentaire parce que ça te permet d'organiser tes idées, tout simplement. Mmh, Mais de ne pas être trop rigide et de pouvoir aussi gérer la flexibilité et les moments où bah, tu as moins le contrôle. Donc, je trouve que c'est des super forces quand on est entrepreneur d'avoir ces 2 éléments-là. Parce que les profils créatifs, j'en côtoie beaucoup dans les entrepreneurs que j'accompagne, bah, ils ont tendance à beaucoup partir dans tous les sens. Et les profils conventionnels, ils ont tendance à pas se laisser assez rêver, ouvrir. Tu vois, ils sont très rigides. Et quand tu as les deux, moi j'ai que le conventionnel. J'ai pas l'artistique dans mes profils, mes motivateurs. Et quand tu as les deux, bah, ça te permet d'être vachement plus flexible, je trouve. Je trouve que mmh. c'est une super force. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais en tout cas, moi Si, j'ai si, décelé ça dans ce que tu nous as partagé. c'est super intéressant d'avoir cette vision-là. Ouais. Merci beaucoup de la partager parce que ça éclaire certaines choses. Ça Voilà. explique des comportements en fait. Exactement. Mm, tout à fait. Bon, du coup, j'étais complètement coupée dans ce que tu disais. Je ne Non, sais bah plus où t'en voilà. étais. Voilà le parcours et pourquoi j'en arrive là aujourd'hui. Et tout ça, ça se passe en 2 ans. Donc ça s'enchaîne un petit peu quand Ouais. même.
Voilà. Et ton premier client, du coup, comment tu le trouves? Alors, mon tout premier client, alors déjà, pour être honnête, mes 2 premiers clients sont de ma famille. Voilà, donc ça, je trouve chouette parce que c'est vrai que, voilà, on entend, plusieurs témoignages là-dessus de, tes proches, comment vont-ils se situer quand tu Mmh, lances ton business? c'est Mais moi, vrai. j'ai une famille plutôt, voilà, qui veille quand même à me soutenir là-dedans et ensuite, un peu de bouche à oreille, voilà, des recommandations de mes proches à certains professionnels et puis après, les réseaux sociaux. Je trouve, ouais, quelques clients, grâce aux réseaux sociaux et aujourd'hui, j'ai des clients qui sont plutôt réguliers, donc c'est OK. chouette parce que j'ai la chance de pas avoir besoin de faire énormément de prospection. Mmh. Donc ça, c'est un confort aussi, que je sais que j'aurais pas à toutes les périodes de ma vie, de freelance, mais que là, je savoure un petit peu quand même. Tu bien raison. Et du coup, dans ce métier-là, donc ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, dans le métier ou dans le statut? Alors plutôt métier, mais tout le monde me parle aussi du statut, donc on va dire les 2, mais de bien décorréler les 2. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier? Qu'est-ce qui te plaît dans le statut? Alors, dans le métier, c'est évidemment le côté créa. Voilà, de me dire que, j'ai pas de limite et enfin, parce que mes clients sont vraiment, généralement des profils qui sont à la recherche de gens qui vont venir les conseiller, et généralement, j'ai souvent carte blanche quand même. Pas Trop carte bien. blanche, dans la mesure évidemment du brief, mais enfin voilà, c'est quand même quelque chose de super chouette de pouvoir se dire que tu peux passer ton temps à créer des choses. Moi, j'adore ça. Donc mon quotidien, il me ressemble plutôt, donc ça, c'est chouette. Autre point aussi, c'est que je me rends compte que j'accompagne, plusieurs indépendants, artisans, petites entreprises et du coup, j'ai vraiment l'impression, bah, d'être un comment dire? D'être impliquée dans leurs Mmh. projets à Ouais. part entière. Ouais, un membre de l'équipe, Ouais, finalement, même si tu pas cette relation de salarié, quoi. exactement Trop et ça, bien. c'est chouette parce que, ouais, parce que c'est gratifiant de se dire que tu es vraiment un soutien pour eux, au-delà de Mmh. peut-être de ce que tu vas produire, en communication. T'es un soutien et tu fais partie, bah, de leur vie et ouais, t'as vraiment l'aspect relationnel qui est quand même chouette. Ouais, tu Heu, participes au projet, tu pas juste, le prestat à qui on délègue un truc parce qu'on n'a pas le temps. Tu es non, vraiment partie prenante, de l'évolution, de l'entreprise, quoi. Donc c'est oui et gratifiant. même plus, c'est que mon rôle, c'est vraiment de retranscrire qui ils sont, Mmh. leur expertise, la mettre en lumière et du coup, moi, je trouve ça super chouette quand, j'arrive, j une de mes clientes, par exemple, j'arrive chez elle, elle m'explique ce qu'elle fait, elle me dit: «Bah, voilà, c'est compliqué, j'aimerais avoir plus de visibilité, j'aimerais montrer ce que je fais». Mmh. Et en fait, je suis revenue une semaine après où je lui avais fait une vitrine, sur Instagram, je lui avais retravaillé son image, je lui donnais des conseils, écrit, vraiment, bah, sa ligne directrice pour refléter ce qu'elle m'avait transmis et en fait, elle a pleuré et j'ai trouvé ça trop beau parce qu'elle m'a dit, «C'est la première fois que vraiment je lis ce que je veux, Ouais. communiquer» et en Ouais, tu fait, avais vraiment réussi à retranscrire ça, quoi. et on se rend pas compte à quel point, enfin si, on se rend compte, je pense, mais à quel point c'est des projets qui c'est toute leur vie, en fait. Quand tu Ouais, arrives à mettre un peu de lumière là-dessus, pour eux, c'est énorme. C'est c'est énorme. hyper gratifiant pour eux aussi, quoi. Ouais et c'est chouette ça. C'est du coup, c'est des belles histoires. C'est chouette. Donc aujourd'hui, les clients que tu as, c'est principalement de ce côté-là? Artisanat, des choses que les personnes créent, de toutes pièces, des produits principalement? Non, ça dépend. OK, Oui, oui, j'ai quelques personnes en artisanat et en commerce mais j'ai aussi du service. J'ai un OK. peu de tout. Et tu as une Je me préférence? Non, pas spécialement. J'ai plutôt une préférence dans la relation que je vais avoir avec eux. Ouais, Et globalement, ça se passe plutôt bien donc non, non, j'ai jamais vraiment eu de soucis pour le moment. Après ça fait que 2 ans, je sais que ça peut arriver. Mais non, non, j'ai pas de préférence parce que, je trouve que c'est challengeant même des secteurs d'activité ou du service où voilà, c'est un peu moins palpable, d'arriver à trouver quelque chose pour rendre le truc, attrayant. Ça fait partie des choses que j'aime dans mon métier donc mmh. non, non. Ouais, c'est chouette.
Et du coup, dans le statut, t'as pensé à des choses qui te plaisent le plus? Ouais, bah le statut, ça a tout changé, en Ouais. réalité. Plus que il y a des choses qui me plaisent, c'est vraiment, ça a tout changé. En fait, déjà, au niveau perso, mon organisation, en fait, c'est comme si j'avais arrêté de subir mon quotidien Ouais. et que ma vie me ressemblait plus dans qui je suis vraiment, par rapport à qui je Mhm. suis vraiment. Premièrement, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de passer du temps avec ses enfants et d'être disponible. Alors je sais que tous les profils de parents ne sont pas comme ça et je fais juste une petite parenthèse sur c'est pas parce que je dis que c'est bien et que ça me plaît de faire comme ça que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des grandes carrières et de s'épanouir en passant du temps dans leur projet professionnel. Et c'est pas pour autant que ce sont des mauvais parents. Voilà, je fais juste le petit absolument Oui, pas. C'est vraiment chacun fait ses choix en fonction de ce qui lui plaît à lui. exactement. Et moi, j'avais vraiment besoin d'être présente, surtout les Mhm. premières années de vie. Et c'est vrai que quand t'es salarié, bah, ça complique. Ça complique. Parce que oui, Oui, tu tu as peux, des obligations. exactement, tu peux te mettre à un 80%, mais t'es tenu quand même à des horaires, à des jours de travail, Mhm. à te déplacer sur ton lieu de travail, etc. Donc, pour moi, j'étais trop enfermée, pas assez libre par rapport à ça. Et du coup, là, aujourd'hui, ça me permet quand même en fait, de pouvoir être là, comment dire, dans des moments où mes enfants ont besoin et que ça ne me génère pas de stress. Par Mm. exemple, le dimanche soir, typiquement, fièvre, Ouais. 39 degrés, tu sais pas comment ça va évoluer et tu penses déjà à ce que tu vas devoir dire à ton manager le lendemain pour prévenir que potentiellement tu peux pas être là, que tu sais pas combien de jours, etc. En fait, cette boule au ventre, là, moi, je l'ai plus. Ouais. Et Tu peux ça, au t'organiser autrement, quotidien, quoi. en tant que parent, bah, ça t'enlève quand même une charge mentale énorme, Ouais. énorme. Aussi là, par exemple, quand il y avait la canicule, de pouvoir aller récupérer ma fille les après-midi parce qu'il fait plus de 30 degrés dans les dortoirs et qu'elle dorme à la maison, pendant que moi je travaille tranquillement, Mm. sans avoir à demander à quelqu'un de est-ce que je peux, est-ce que c'est possible de télétravailler. Voilà, cette liberté-là, ça a tout changé dans ma vie en tant que maman parce que non seulement c'est du temps, mais c'est surtout m'enlever de Mm. cette charge mentale de devoir Ouais. gérer Oui, je comment pense ça qu'il y en a déjà pas mal dans la vie au quotidien, donc de rajouter en exactement. plus les déboires avec les employeurs, ça peut Oui, oui. être pas mal. Ça, c'est Et vraiment le truc. c'est marrant parce que du coup, tu m'as dit un truc au début. Tu m'as dit quand tu as fait ta première, non, avant que tu reprennes le travail, que tu tournais en rond chez toi et que tu n'étais pas faite pour rester à la maison. Mm. Aujourd'hui, du coup, tu es à la maison Oui, tout le temps. Du coup, tu oui. travailles chez toi. Bon, j'imagine que, enfin, il y a des moments où je te vois aller chez tes clients pour faire des prises de vue, tout ça, mais ton bureau est chez toi, si je me trompe pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu te voyais pas être chez toi tout le temps? Alors après, tu travaillais pas chez toi, tu étais en congé parental, de ce que je me souviens, ouais, c'est ça. Donc c'est pas la même dynamique non plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet? Tu es bien chez toi, tu as trouvé une organisation qui fait que, ou tu as cette envie d'avoir un bureau à l'extérieur de chez toi, ou d'être plus en déplacement peut-être? Ouais, non, c'est plus un sujet et au contraire, ça fait partie aussi des choses aujourd'hui que j'aime et qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. En fait, je me rendais pas compte à quel point je subissais le fait d'être sur un lieu de travail avec des sollicitations à droite à gauche, etc. De pas être vraiment dans mon cocon. En fait, je suis quelqu'un d'hyper introverti, donc j'ai besoin de me ressourcer quand je suis seule avec moi-même. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais surstimulée. J'étais partout et nulle Ouais. part à la fois. Ça me générait une très 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 grande fatigue. Et du coup, je perdais énormément en productivité. Et là, le fait Ouais. d'être moi et de pouvoir me focus, c'est complètement différent. Mon efficacité, elle a triplé, voire quadruplé. Et en plus, enfin, je suis pas coupée non plus, puisque comme tu dis, j'ai les relations avec les clients, mais c'est cadré, et ça m'aide beaucoup par rapport à mon Mhm. caractère.
fait de voilà, tel jour, de telle heure à telle heure, je sais que je vais être avec mon client, j'ai de l'échange, de la relation, mais je sais qu'après l'après-midi, je vais pouvoir me focus, être seule avec moi-même et travailler. En fait, finalement, je travaille moins dur, mais plus efficacement. C'est un peu le. Donc, Ouais, non. mais c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous demande quand on est salarié, quoi, en fait. Aujourd'hui, je trouve que, enfin, après, c'est une vision du monde du travail, mais qui va tendre à changer, je pense, mais où on nous demande en France d'être présent. On nous demande pas d'être enfin, on nous demande évidemment d'être efficace et performant, mais on nous demande surtout d'être présent. Tu vois, cette fameuse phrase où tu pars à 18h et on te lâche, t'as pris ton après-midi. Ouais, ça m'était arrivé parce que dans un des travails que je faisais, il y avait une partie de l'équipe qui partait à 20h et c'était normal. Et moi, je partais à 19h ou 18h, ce qui est déjà pas mal, hein. Enfin, ça dépend à quelle heure tu commences, hein, si tu commences tôt ou pas. Mais bon, c'était déjà pas mal. J'arrivais à 9h ou 8h30, je crois. Donc, ça fait quand même des bonnes journées de 10 heures, quoi. Et on me veut lancer cette fameuse blague de Ah, t'as pris ton après-midi? Donc, en fait, je trouve qu'il y a un vrai truc, un vrai sujet. Et moi, je l'ai expérimenté avec le télétravail, comme tu dis, notamment, avant de me mettre à mon compte quand il y a eu le confinement et que par la force des choses, on a été en télétravail et ça a démocratisé derrière le télétravail à plus grande échelle. Donc, moi, à partir du confinement, j'ai fait que des boulots en télétravail quasiment. Et je me rends compte que pareil que toi, je suis introvertie, donc déjà beaucoup moins énergivore, pas de transport le matin et le soir. Même si mon dernier taf c'était à 10 minutes à pied de chez moi, bah en fait j'avais pas à sortir de chez moi et moi le matin je suis un petit monstre. Donc clairement le fait d'être chez moi tranquille et d'avoir le temps de démarrer ma journée sans avoir besoin de sociabiliser avec quelqu'un, parce que moi rien que tu me dis bonjour le matin, ça m'énerve. J'ai besoin de mon petit temps, tu vois. Où je me réveille tranquillement et c'était pas possible en entreprise. T'es obligé de paraître agréable en tout cas. Si tu vas pas attaquer tes collègues, ils ont rien fait, bichette. Mais du coup, il y a vraiment un sujet sur se rendre compte que le télétravail, ça peut permettre d'être beaucoup plus efficace et du coup de gagner et du temps et de la tranquillité d'esprit. Après, tout le monde n'est pas fait pour le télétravail, Ouais, évidemment. exactement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont révélées et moi, je me sentais complètement inadaptée au monde de l'entreprise traditionnelle, tu vois. Je me disais, mais enfin, je n'ai pas ma place dans ce monde-là, je vais jamais y arriver. Et j'étais complètement déconcentrée quand j'étais en entreprise et j'avançais pas du tout de la même manière. Ouais, Et pourtant, j'étais déjà plus ou moins quand même efficace sur mes tâches, mais je me suis rendu compte que je pouvais être encore plus efficace si j'étais dans mon cocon, quoi. exactement. C'est quand même frustrant en fait quand t'es. J'avais un peu ce sentiment, ouais, de frustration quand Mm. j'étais salariée, de me dire que j'avais des limites parce que pour différentes raisons. Premièrement, c'était parce que bah, des fois il y avait des projets qui n'étaient pas validés ou qui n'étaient pas retenus ou qui n'étaient pas possibles. C'était un peu frustrant. Et du coup, j'avais l'impression même de perdre en compétences. Mm. Et c'est quand même dommage. Ah oui. Et ce truc d'être coupé par. Alors, les pauvres, ils y sont pour rien, c'est la vie en société, c'est normal. Mais par des discussions avec des collègues qui parfois s'éternisaient où tu disais, bon, Ouais, puis en ouais, plus, je trouvais ça, alors comme tu dis, c'est pas de la faute des collègues, hein, mais c'est hyper intrusif dans le sens où toi, t'es en train de faire un truc et on vient de couper dans ton truc et du coup, tu pars sur un autre sujet et du coup, bah après, c'est prouvé qu'il nous faut 20 minutes pour reprendre la concentration dans ce qu'on faisait. Donc là, moi aujourd'hui, bah, d'avoir la main sur mon temps et l'organisation de mon temps et c'est moi qui décide quelle importance je donne à quoi et quand est-ce que je me fais déranger, j'accepte de me faire déranger ou pas, mais ça change tout sur notre façon de travailler aussi, quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même état d'esprit que le salariat où tu as plus l'impression de devoir être dans le service, tu vois. On vient me déranger, bah je dois accepter d'être dérangée. Enfin, moi, je le vivais un peu comme ça. Je dois accepter d'être dérangée parce que je dois toujours être dans je donne à l'autre, c'est mon métier je dois répondre à la demande de l'autre, quoi. oui, Alors qu'en fait, pour tous les autres, ce sera toujours urgent, leurs besoins, leurs demandes, leurs questions. Et moi, j'ai mes propres urgences et mes propres priorités. Et du coup, bah, faut réussir à pondérer ça. Mais on nous apprend pas forcément dans le salariat. À part si on est manager, et encore, il y a des managers qui sont pas formés non plus. mm, Mais en tant que salarié, avec une position où il n'y a pas de position hiérarchique, quoi, le bas de l'échelle, on va dire, on nous apprend pas forcément à prioriser et à fixer nos limites, en fait. C'est mm. rien que ça. Ouais, ouais, exactement.
Et du coup, à l'inverse, tu vois peut-être venir ma question, quelles sont les choses que tu aimes le moins, qui te plaisent moins, à la fois dans ton activité et dans le statut, si ce sont des choses différentes? Alors, dans mon activité, c'est peut-être des fois une remise en question par rapport, au sens. À quoi je sers vraiment? Est-ce que, si, demain, bah, j'arrêtais, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Voilà, ce côté, mais je pense qu'on est pas mal à se poser la question, de notre génération. Voilà, est-ce que mon Mmh. quotidien sert vraiment à quelque chose? Est-ce que je fais la différence? Donc ça va même au-delà de ton activité à toi, c'est peut-être plus une vision, globale de ce que tu apportes, mais est-ce que ce serait pas une question que tu pourrais te poser, peu importe l'activité que tu mènes finalement? C'est plus une question existentielle, peut-être? Bah, je me dis quand même qu'il y a certaines activités qui apportent vraiment quelque chose de concret et avec lesquelles la société ne pourrait pas tourner. Mmh. Et le marketing, la communication, ça fait déjà partie de ces activités qui peuvent être controversées. Certaines Ouais. techniques peuvent être controversées. Et en plus, voilà, où oui, effectivement, tu apportes quelque chose aux entreprises, mais parfois tu te poses la question de est-ce que ce que tu apportes, bon, ça change vraiment la donne et voilà. Donc ouais, ce truc-là où j'aimerais bien des fois me dire, je fais quelque chose de plus concret qui vient OK. apporter quelque chose à la société et pas OK. forcément la société de consommation, Mmh. voilà. D'avoir Mais un je me impact, rattache positif, ouais. ouais, voilà. Mais je me rattache quand même au fait que j'essaye d'accompagner quand même des indépendants, des artisans, des commerçants, des petites entreprises. C'est toute leur vie, c'est leur projet. Eux, ils apportent quelque chose à la société. Ouais. Voilà, j'essaie de Oui, me tu rattacher à participes, ça. comme tu le disais, à un projet que certes, c'est pas toi qui crée le produit ou le service qui va révolutionner le monde, mais tu participes à, le faire connaître. Donc au Oui, final, tu fais aussi, partie de cet écosystème-là, quoi. Et exactement. comme tu disais tout à l'heure, l'histoire que tu nous as racontée avec la personne, qui a pleuré quand elle a vu, comment tu avais bien retranscrit, ce qu'elle voulait partager, là, tu vois l'impact que ça a pour elle, déjà. Et du coup, si elle, elle fait une activité avec laquelle toi, tu es en accord avec tes valeurs, tu es aligné, ça te parle et cetera, bah, par extension, du coup, tu participes aussi à ce projet-là. Donc Oui, c'est voilà. finalement peut-être, ça peut se satisfaire, dans les clients que tu accompagnes. Qu'est-ce qu'eux, ils proposent? Est-ce que, tu vas être intéressé par, tu vois, tu parlais de société de consommation, je sais pas si, tes clients c'est Shein par exemple, ça va peut-être pas, voilà, te faire kiffer. Alors que si c'est, un artisan qui, fait une production française ou européenne, en précommande et que c'est pas, de la surconsommation et que c'est, avec un message ultra, engagé écologiquement parce que ça te parle, bah, peut-être que toi là, tu te sentiras un impact différent sur ce que tu vas apporter et ça va te parler plus. Donc c'est dans peut-être le Exactement. choix de qui t'accompagne finalement C'est que ça. ça se joue. Oui, et peut-être que ça se traduira dans les années à venir. Parce que c'est vrai qu'au début, bon, les clients, tu prends parce que tu as besoin de Mmh. travailler. Mais bon, j'ai jamais eu de clients où je m'étais dit, ouais, la limite quand même. Donc ça va, là-dessus, je suis bien Tu as réussi à rester aligné. en accord, ouais. Donc ça, c'est chouette. Trop Ça, bien. c'est plutôt pour la partie activité. Ouais, Pour mon statut, je pense que je vois deux choses. ouais. La première, c'est quand même, on va pas se mentir, la baisse de revenus. La baisse de revenus. Alors moi, j'ai pas vraiment de tabou avec l'argent. Oui, oui, Je non, il y a pas fais pas de partie mais de c'est ces bien gens. d'en parler aussi. Ouais, bah je pense que c'est bien parce que euh, on en parle beaucoup de l'argent dans le monde de l'entrepreneuriat en ce moment. Et je fais pas partie du tout des entrepreneurs qui vont dire que ils gagnent 10 000 de CA, enfin ils rentrent 10 000 de CA en Par travaillant mois. 4 jours dans le mois, pas du tout. Donc forcément, moi j'ai décidé de travailler un peu moins pour pouvoir avoir un peu plus de temps avec mes enfants dans leur première année de vie. Donc ça Ça a un induit impact. forcément une baisse de salaire. C'est pas forcément hyper facile de se dire que tu sais pas si ça va perdurer parce que même si j'arrive à signer quelques contrats sur plusieurs mois, bah les mois ils défilent super vite et sans cesse quand même tu te reposes la Pour question. commencer. Comme si tu devais recommencer des entretiens d'embauche tous les 3 à 6 mois. C'est quand même pas la super simple. Après, voilà, c'est aussi une question d'équilibre et de choix. Je peux gagner ailleurs sur des frais de garde qui sont réduits, sur des impôts qui sont réduits.
J'ai pas le sentiment d'être en galère. J'ai un bon équilibre. On est une bonne équipe avec mon mari et forcément ça aide. Mhm. Euh, et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on veut s'organiser. Et plus tard, ce sera peut-être différemment. Et voilà, tout est une question de période aussi dans ta vie. Mais, euh, mais je me rends compte quand même, et je me raccroche à ça, que j'ai peut-être baissé en salaire par rapport à mon statut salarié. Mais finalement, quand je rapporte le temps de travail, si quand même, au Mm. global, à ce que je gagne, je suis gagnante. Je suis gagnante parce que j'optimise à ma manière. Et comme on disait tout à l'heure, je me sens beaucoup plus efficace. Donc je travaille moins longtemps, mais plus efficacement. Et du coup, l'un dans l'autre, je suis hyper gagnante aujourd'hui. Mais ça peut être une limite quand même qu'il faut souligner. Et j'ai du mal avec les entrepreneurs qui disent qu'avec un produit digital sur Canva, tu vas pouvoir être digital nomade. Ça, j'ai un peu du mal. Je pense qu'il faut faire Ben, à ça. il y a une vraie réalité de l'entrepreneur aussi, de l'entrepreneur qui se lance ne pourra pas être à ce niveau-là. En fait, ce que disent pas beaucoup de ces entrepreneurs-là, c'est qu'ils ont tenté plein de trucs, que c'est pas leur lancement, que Mm. c'est certainement à un moment donné, ils ont trouvé, après avoir testé, le truc qui vend et qui fonctionne pour eux. Ce qui fonctionne pour eux fonctionne pas pour tout le monde. Moi, j'ai testé des stratégies qui fonctionnaient très bien pour plein d'autres entrepreneuses que je suivais ou même de mon entourage, qui fonctionnent pas du tout pour moi. Ouais, Donc déjà, c'est pas un modèle unique et universel, donc c'est hyper exactement. important. Et surtout, la vraie réalité de l'entrepreneuriat, c'est que la plupart des gens, quand ils démarrent, ils mettent plusieurs mois, voire années, à se dégager un salaire minimum. Mm. Ça dépend ce que tu fais, ça dépend évidemment de l'entourage que tu as, du réseau, etc. Enfin, il n'y a pas de. Chaque parcours est différent et c'est ce qu'on voit aussi dans les podcasts. De voilà, chaque histoire est différente, mais le problème de ces messages-là dont tu parles, c'est que ça fait croire que c'est facile et qu'on peut vite se dégager un salaire. Ouais. Et ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Ça Mm. peut être vrai, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Après, ce qui est chouette avec l'entrepreneuriat au niveau salaire, encore une fois, c'est que du coup, tu as la possibilité de dépasser plus facilement les plafonds de verre du salariat dans le sens où c'est dépendant que de toi et de ton travail et de ce que toi tu vas mettre en place. Si tu as envie de bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que tu actionnes les bons leviers, tu peux dépasser largement les salaires que tu disais toi où tu te sentais limité au niveau salaire, tu peux le dépasser. Et toi, le choix que tu as fait et qui je trouve encore une fois est un choix, un modèle à suivre aussi, c'est juste d'avoir un équilibre entre ce que tu te souhaites, les contraintes. En fait, c'est ce qu'on dit souvent aussi dans le podcast, d'accepter les contraintes du statut et de l'activité qu'on a et de se dire: «OK, je pourrais gagner plus». Mais en fait, moi, aujourd'hui, mon projet, c'est d'être, là pour mes enfants, c'est d'être, dans une flexibilité, c'est de travailler moins mais plus efficacement et donc ça me convient et le jour où ça te conviendra plus, bah, tu amélioreras, c'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut changer les choses assez facilement, assez rapidement puisqu'on est maître de nos décisions et ça va plus vite que dans des, structures, hiérarchiques avec, beaucoup d'intermédiaires, pour pouvoir prendre des décisions. Mais du coup, oui, il y a plusieurs réalités. C'est qu'on ne fait pas de l'argent en claquant des doigts, que ça dépend de notre travail, qu'on peut dépasser des plafonds de verre qu'on pourrait avoir dans du salariat, mais que ça va dépendre de nos choix et de ce qu'on fait et de l'implication qu'on y met, quoi. Tout dépend. En fait, l'argent qu'on rentre va dépendre exclusivement de ce qu'on fait nous. Donc, si on fait rien, on peut pas attendre de gagner 10K par mois, ça c'est sûr. Exactement. Et surtout pas le premier mois. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui, dans leurs objectifs, disent: «Ah ben moi, je veux faire le million la première année». Je dis pas que c'est pas possible, parce que pourquoi pas? J'ai envie de te dire si, voilà, si tu as un truc révolutionnaire, si tu as les bons contacts, si tu arrives à le vendre, oui, tu peux faire 1 million. Mais attention à pas fixer des objectifs qui soient trop ambitieux et surtout d'avoir la frustration de l'atteinte de l'objectif et du coup de ne pas l'atteindre et donc finalement de s'essouffler dans son projet. Vaut Mm. mieux peut-être viser un peu plus petit sur du plus court terme, avoir des grandes ambitions avec un objectif sur du long terme et du coup mettre des petites actions pas après pas et jour après jour pour aller vers l'objectif. Mais c'est vrai que du coup ça fait beaucoup de déception, hein, tous ces messages de 10K par mois en travaillant 2 heures par jour. Voilà, c'est ça, c'est C'est apprendre c'est avec beaucoup de recul et se dire ouais. que C'est chaque une personne. réalité, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas partagées derrière cette réalité. Ouais, Ces exactement. entrepreneurs-là, ils sont pas sortis comme ça de nulle part, ils ont créé une communauté avant. Et donc forcément, quand tu as une communauté de milliers, dizaines de milliers de personnes qui te suivent, tu vends 1000 produits à 27 € par mois, oui.
Oui, oui, tu peux vite atteindre tes objectifs, mais avant d'avoir une communauté de 10 000 personnes qui te suivent, faut déjà bosser, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, tu sais qu'il y avait une deuxième chose qui te plaisait Oui, moins sur le statut? oui. C'est peut-être la perception des gens, aujourd'hui encore, qu'ils ont sur ton organisation. Mmh, J'ai dû quand même faire un travail où je devais poser mes limites, parce qu'en fait, quand ton lieu de travail, c'est la maison, mmh, et en plus, t'es ton propre patron, ça, voilà, ça a été un peu dur à gérer au début. J'ai dû corriger. Alors, j'ai jamais été happée par Netflix, tout ça. Ça a jamais été vraiment un problème. J'arrive vraiment à me focus, même si je suis à la maison. Mais par contre, quand même, tu vois, dans le quotidien, quelques tâches quotidiennes parce que je suis à la maison. Donc c'est plus simple faire si une c'est moi qui le machine, fais. Exactement. Ou rendre service parce que bah, moi, je peux mmh, m'organiser un peu comme je veux. Donc, je peux me couper pour pouvoir rendre service à quelqu'un, à un proche. Ça, j'ai dû stopper. mmh. Et surtout faire prendre conscience aux autres que je travaillais. Parce que des Ouais. fois, voilà, c'était un peu limite. Et Ouais, des moi, fois, j'avais j'étais aussi, seule. une personne qui m'avait dit: «Oui, mais toi, tu peux, te permettre, de partir, l'après-midi ou de machin parce que bon, bah, tu t'organises comme tu veux». Bah, oui, mais si je fais ça, bah, je travaille pas. Si je travaille pas, je gagne pas d'argent. Donc en fait, non, je peux pas. Exactement. Je m'organise, oui, je peux m'organiser pour faire des trucs. Là, tu vois, cet après-midi, je vais, faire, un atelier, peinture sur céramique et du coup, je me suis organisée pour être off cet après-midi, mais je me suis organisée dans mon travail et ça implique d'autres choses. Ça implique que, bah, des jours, j'ai travaillé plus tard, j'ai travaillé plus, que je vais potentiellement travailler ce week-end pour rattraper, ce qui se passe. Donc et pareil, ça aussi, le truc de que tes proches acceptent que, ben, en fait, moi, mon travail, c'est ma vie. J'ai pas de bébé, donc c'est vraiment mon bébé et ça fait partie de mon quotidien tout le temps. Donc le dimanche aussi. Alors, je m'impose de pas travailler le week-end la plupart du temps, mais il peut m'arriver d'avoir des trucs où je sois obligée, une urgence ou un truc genre des fois, il y a la créativité, elle vient à un moment donné, tu te dis: «Ah, mais j'ai envie maintenant de bosser sur le sujet». Et moi, je me souviens, j'ai eu une galère qui m'est arrivée un vendredi soir où j'allais chez mes parents. J'ai bossé dans la voiture et après le dîner, j'étais obligée, il fallait que je finisse un truc avant minuit. Et du coup, j'ai été obligée. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, ça avait été bien acté, ancré pour ma famille, parce que personne m'a rien dit. Mm. En mode, personne m'a dit, enfin, tout le monde m'a dit, ah, mais vite, mange vite, débarrasse pas la table, t'inquiète, fais ton truc et tout. Et on est allé dans mon sens et on m'a laissé faire. Et le samedi matin, j'avais deux, trois trucs encore à finaliser. Et personne m'a dit, mais pourquoi t'as ouvert ton ordi, machin, alors que je suis quand même, à la base, en RH, la première à dire droit à la déconnexion pour les salariés. Le week-end, c'est le week-end, on travaille pas. J'ai évidemment changé mon fusil d'épaule sur le côté entrepreneuriat Mm. parce que c'est pas le même statut, c'est pas du tout les mêmes implications. Mais je reste droit à la déconnexion pour les salariés. Ça, c'est important pour moi que mon mec, lui, il ouvre pas ses mails le dimanche, quoi. Faut Quoi. s'adapter à ce statut qui est quand même un peu particulier et qui parle pas Ouais, forcément à tout le monde, c'est normal. Et du coup, c'est, je pense aussi notre rôle de communiquer sur le fait que là c'est possible, là c'est pas possible, et leur rôle d'accepter que des fois c'est pas possible parce que tu dois travailler, même si ouais. tu peux t'organiser. Et le fait Et d'avoir, justement, dans tu peux t'organiser, c'est toi qui choisis si oui ouais. ou non tu acceptes d'être dérangé ou pas, encore une fois. Mais du coup, ça, c'est comme si tu pouvais plus t'en dédouaner Ouais, de oui, mais je travaille. En fait, un salarié, quand il va dire qu'il travaille, tu vas pas remettre en cause. ouais. Il travaille, oui, il est obligé d'aller travailler. C'est quelqu'un l'attend sur son lieu de travail ou quelqu'un attend un rendu ou quoi. Quand t'es auto-entrepreneur, j'ai l'impression que ça peut être un peu moins compris Ouais. parce que justement, tu peux t'organiser. Sauf que comme tu disais, il y a aussi la créativité et l'inspiration. Et c'est très chouette parce que du coup, tu peux un peu te calquer dessus. Tu peux aussi te dire que si un jour ça fonctionne pas, t'arrives pas à enclencher le truc, Mmh. ok, bah c'est pas grave, t'es pas tenu à des horaires, etc. Donc tu peux te dire Ouais. c'est pas grave, je bosserai là-dessus plus Oui, de tard. toute façon, tu peux pas forcer ta créativité, hein. Non, tu peux pas. Et dans mon cas, c'est vrai que c'est assez confortable de se dire que Ouais, bah, du coup, je suis plus forcée d'être créative de 9h à 17h. Maintenant, je c'est peux ça. l'être un peu quand je veux. Mais à l'inverse aussi, de pouvoir se dire que bah oui, un dimanche, si là tu sens qu'il y a le truc, faut se mettre dessus parce que c'est maintenant. Après, moi j'avais pas vraiment, enfin j'ai quand même gardé un rythme assez salarié Mmh. dans Ouais, mon moi aussi, quotidien j'essaye. parce que déjà c'est mon caractère, je suis quelqu'un qui a besoin d'être très cadré, mais en plus j'ai des enfants et en fait du coup Mmh. mon organisation du quotidien elle est Ouais. rodée
Et si je me permets un après-midi d'aller faire quelque chose, je vais pas pouvoir dire oui mais c'est pas grave, je bosserai de 18 à 20. Non, je peux pas. Parce que de Ouais, 18 à 20, j'ai mes enfants, je peux pas travailler. ouais. Et puis ça m'est arrivé des fois de travailler quand ils dorment, mais je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il faut aussi que je dorme. Et l'idée Que tu te de ce reposes. statut et de cette organisation de vie, c'était aussi être mieux dans ma tête, dans mes baskets, pour pouvoir mieux m'occuper de mes enfants, parce que c'est ce dont ils ont besoin. Donc, si je commence à plus dormir la nuit et à devenir irritable parce que j'ai du taf par-dessus la tête et que je m'en sors pas et que je suis pas rodée dans mon organisation, bah je perds tous les bénéfices. Tout à Donc fait. mon orga, elle est presque militaire, hein, faut se l'avouer, mais parce que j'ai pas le choix et pour Et tenir parce que ça te correspond aussi. et parce que ça me correspond. Si ça te Donc correspondait pas, t'aurais une autre orga. oui, oui, exactement. Donc, je suis moins limitée que quand j'étais salariée, et ça, c'est chouette. Mais je tiens quand même à garder un Un rythme rythme. pour pouvoir tenir le cap. Parce que c'est pas non plus tout beau tout rose, quoi. Non, bah, c'est sûr et puis en plus de ça, là, tu as personne pour te rappeler à l'ordre ou pour te donner un cadre donc en fait, si tu te le donnes pas toi-même, la tentation, comme tu disais, de Netflix ou de faire autre chose ou moi, je fais souvent, mes machines, quand je suis à la maison, la journée et c'est vrai que, bah, si je me laisse happer par, le quotidien de la maison et de tenir la maison, bah, je travaille plus non plus donc c'est de Mm. mettre un cadre aussi. Il y a un autre truc, moi, que qui peut vraiment me distraire, c'est la lecture. J'adore lire donc j'ai tout le temps envie de lire. J'ai tout le temps un livre à côté de moi sur mon bureau et du coup, je me fais un peu des, tu sais, je me fixe des temps. Je me dis, OK, là, j'ai cette tâche à faire. Un peu la carotte, hein, du coup, hein. Je fais cette tâche, après, je lis un chapitre, et puis je passe à une autre tâche. Et ça m'aide aussi à rythmer le truc. Donc, en fait, il Ouais, faut trouver son organisation, son équilibre à soi pour servir ses propres objectifs. Parce que, encore une fois, à la fin du mois, ce que tu rentres comme argent, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce que tu auras fait toi, ce que tu auras produit toi. Donc, si je passe mes journées à lire, je vais pas m'étonner qu'à la fin, je fais pas de chiffre d'affaires. c'est ça. Et du coup, là, avec tout ce que tu as dit, bon, tu as distillé pas mal de petites choses tout au long du podcast, mais si tu devais retenir les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer à son compte ou de changer de métier, reconversion de statut ou de métier, peu importe, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à une personne qui te dirait ah bah tiens, moi j'envisage de. Tu lui dirais quoi? Alors, il y a deux conseils, je pense, que je donne quand on en parle. Le premier, c'est que oui, il y a beaucoup de choses qui reposent sur toi, mais qu'il faut faire attention à pas être seul dans sa barque, parce que ça peut être anxiogène, parce que ça peut être dangereux, et que c'est important de bien s'entourer Mhm. de ses proches et d'autres professionnels, que ce soit des prestataires qui vont venir t'apporter vraiment leur service, ou que ce soit d'autres professionnels dans un réseau. Moi, j'étais pas très réseau, mais j'ai dû quand même faire un petit réseau, voilà, de confiance avec qui je peux échanger, parce que ça t'aide vraiment Ouais. professionnellement, sur tes compétences, sur ta manière de développer ton business, ça t'apporte vraiment, et aussi psychologiquement, mentalement, pour tenir quoi. Ouais, pour partager les difficultés aussi, quoi. Ouais, ça Et fait pas du être bien. seul. Donc ne pas être seul, ne pas s'enfermer. On est déjà chez nous toute la journée. Enfin, il y en a qui travaillent en coworking, etc. Mais voilà, faut faire attention à ça. Ça, c'est le premier truc. Mhm. Et le deuxième truc, ce serait plus, faut vraiment bien se connaître. Ouais. Donc, en fait, je trouve que quand tu te connais, tu te comprends mieux. Donc, tu peux mieux rebondir sur Mhm. certaines choses. Tu sais quel impact vont avoir les situations sur toi, tu comprends pourquoi ça a cet impact, donc t'acceptes mieux les échecs ou les réussites. Donc du coup, tu t'épanouis plus. Donc, pour moi, quand tu veux opérer un grand changement dans ta vie, comme une reconversion, soit en amont, soit en parallèle, apprendre à se connaître. Alors, il y a plein de choses qui existent pour apprendre à se connaître, mais il faut se connaître. Bon, on Je a toute la vie partage. pour apprendre à se connaître, mais il faut quand même Oui, et commencer. puis on évolue aussi, même si on change pas fondamentalement qui on est profondément, on évolue aussi dans nos manières de penser, dans nos croyances, etc. Donc, c'est bien d'avoir un suivi.
de savoir ensuite avoir les clés pour s'analyser soi-même en fait. Et Oui. savoir se dire, ok, là je rencontre une zone de turbulence, j'analyse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux. Il y a un truc avec lequel je suis en déséquilibre, c'est à quel niveau, pro, perso, perso, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est les amis, est-ce que machin, et de pouvoir ensuite trouver des solutions adaptées. Et pas. Alors, faut vivre ses émotions, hein. On n'est pas toujours dans l'action, mais quand même, il y a que nous qui pouvons agir sur nous-mêmes en fait. Donc se connaître, c'est une base prioritaire, primordiale que je partage tout à fait. Donc très bon conseil. Voilà. Écoutez Marie. Et une autre question sur la reconversion, est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle, donc encore une fois, quelle qu'elle soit, métier, statut, est accessible à tout le monde et pourquoi? Waouh! Alors ça, c'est une question hyper difficile. Ouais, je sais. Parce que je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes. Ouais, tout En à fait, je fait. pense qu'elle est accessible à tous, mais qu'elle n'est pas facile pour tous. Mmh. C'est un peu différent. Ça va vraiment dépendre de chaque personnalité et chaque situation. Tes envies, tes besoins, ton bagage aussi, ta situation financière, familiale, ton entourage. Et aussi parce qu'il y a du positif et du négatif comme dans toutes les situations. C'est ce que tu es prêt à sacrifier et ce que tu pas prêt à sacrifier. Et une fois que tu as fait le tri, je pense que tu sais si tu es prêt à entamer une reconversion, comme tu dis, qu'elle soit sur le statut ou sur le centre, sur l'activité. Mais voilà, faut se poser cette question. Mais on en revient à bien se connaître, hein, finalement. Ouais, c'est un peu ça en fait. Mmh. Ouais, ouais. C'est un Non, peu mais ça. je partage aussi. Il n'y a pas une situation. En fait, chaque situation est hyper individualisée en fonction de la Ouais. personne et comme tu sais, de son bagage, de ses contraintes. Donc, moi, je partage aussi. On peut pas standardiser Mm. la reconversion, quoi. C'est vraiment hyper personnalisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais de l'accompagnement individuel parce que chaque personne va avoir besoin de travailler sur son propre projet qui la concerne elle et qui ne sera pas du tout la même façon de traiter que l'autre personne que je vais accompagner aussi en individuel. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Se connaître et du coup faire des choix en fonction de sa situation, finalement. Oui. Ouais, je pense qu'une fois que tu es renseigné sur à la fois ce qui existe, parce que voilà, il y a Oui, plein de choses différentes euh, dans le cadre d'une reconversion qui existe et il faut vraiment se renseigner que ce soit sur les aides, voilà, sur les possibilités, sur les accompagnements, sur les débouchés, etc. Mais surtout aussi se renseigner sur toi-même. Là, quand tu as coché ces deux cases, je pense que déjà, c'est un je bon. pourrais pas dire que c'est accessible à tous, mais ça facilite pour déjà beaucoup de gens. Bah, en tout cas, ça facilite la prise de décision, de se dire ah bah non, en fait, c'est pas réaliste par rapport à ma situation, ou alors oui, je suis consciente des efforts que ça va me demander, mais du coup, je pars pas avec des attentes qui sont supérieures à ce que je suis capable de mener, quoi. Et du coup, je me casse moins la gueule, je suis en mesure de mieux gérer cette transition-là. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, bah, toi, c'est quoi les projets? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Enfin voilà, c'est quoi un peu ton actualité ou les choses à venir? Sachant que cet épisode, donc on le tourne en juillet 2025 et il sortira a priori normalement le 1er septembre. Donc un peu, bah voilà, qu'est-ce qui se passe sur cette fin d'année pour Marie Communique? Je pense que je vais passer mon été à restructurer un petit peu Marie Communique. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à faire ça quand on est Oui. freelance. Mais là, j'ai vraiment le besoin de restructurer. Souvent, j'aime bien faire ça l'été. Enfin, ça fait les 2 étés là que je le fais, où je revérifie si mes offres, elles sont bien en accord avec ce que je veux faire. Je réajuste, je fais le point, etc. Donc, généralement, à la rentrée, je reviens avec quelque chose encore plus cadré qu'avant, encore plus défini. Je recommunique un peu sur mes offres, etc. Dans l'idée, je resterai toujours là-dessus, sur vraiment créer des vitrines pour les gens qui ont besoin de montrer ce qu'ils savent faire, de valoriser en tout cas leur projet et de mettre en lumière leur expertise. Mais, euh, mais voilà, parce que je trouve que c'est un travail que tu fais en permanence de devoir Mhm. retravailler vraiment ton offre, voir si c'est vraiment ce que tu veux faire, si ça répond vraiment à un besoin, etc. Voilà, faut toujours un petit peu réajuster. Au début, tu Tout à dis c'est fait. pas normal de faire ça, mais en fait, c'est le quotidien de beaucoup, 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 beaucoup de freelance. Mais Et je pense que c'est même nécessaire parce que Mm. comme on le disait tout à l'heure, on évolue
en tant qu'individu, la société évolue, les besoins aussi, et si tu fais pas ça, ça veut dire que tu restes bloqué à un instant T et que tu n'arrives pas à suivre les évolutions de la société. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une cassure parce que la distance sera trop grande entre ce que tu proposes et le besoin actuel. Donc, moi, je trouve que c'est ultra pertinent d'ajuster, vérifier, améliorer. Et comme tu le dis, je pense que tout entrepreneur passe par là. En tout cas, tout entrepreneur qui a envie de continuer à avancer Ouais, c'est ça. et d'évoluer avec la société, quoi. Exactement. Puis avec l'arrivée de plein d'autres outils techniques, l'intelligence artificielle, etc., ça réinvente continuellement la façon dont on travaille, les métiers qu'on fait, etc. Donc, faut savoir prendre le train en marche, voire même avant qu'il parte. Ouais, s'adapter sans cesse, ça c'est Ouais. sûr. C'est un gros travail d'adaptation sans cesse. Merci pour tout ton partage. Je mettrai tes réseaux dans la description du podcast si des personnes veulent aller voir ce que tu fais, te poser des questions, discuter avec toi ou voir ton contenu. Est-ce que tu as autre chose que tu as envie de nous partager avant de clôturer cet épisode? Non, pas spécialement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment un chouette moment. C'est vraiment chouette. Je suis très friande, moi, des partages de témoignages. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, si ça peut aider. Et c'est vrai que j'ai forcément un petit penchant sur comment pouvoir être parent et gérer sa vie Ouais. professionnelle. Parce que c'est vraiment un sujet, je pense qu'il faut démocratiser, il faut vraiment en parler. Pas facile. Donc voilà, c'était vraiment un chouette moment. Merci de m'avoir donné la parole. Et Merci à toi d'avoir accepté. C'est un plaisir d'avoir pu discuter avec toi et puis même nous, de refaire le point de où on en est quelques années après avoir quitté le lycée. Enfin, quelques ouais. années. Une dizaine d'années après avoir quitté le lycée. Mais voilà, merci encore. Et puis j'espère que ça parlera à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ta situation et que ça pourra les aider. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de t'écouter. Enfin, merci beaucoup. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!